Bien, nous allons partir en Val-de-Loire. Alors, vous connaissez tous, bien évidemment, cette merveilleuse région pour sa douceur, ses châteaux, mais surtout son merveilleux fleuve indomptable, dit-on. Voilà. Et donc, cette terre de différentes industries, la région est à la pointe pour aider à la transition des entreprises vers un monde plus vert. Alors, effectivement, vous êtes déjà dans un monde vert, mais là, le but, c'est d'aller encore plus vert. Et donc, autour de ces éléments-là, on va avoir 4 spécialistes pour nous en parler. On va commencer par Jérémy Godet, région Centre-Val-de-Loire. Donc, vous êtes le vice-président délégué au climat et aux transformations écologiques et sociales des politiques publiques. C'est bien ça? Vous me dites si je fais une bêtise, hein. Alors, vous avez des micros qui sont juste derrière vous. Vous pouvez vous en saisir. L'objectif est de vous les répartir. Aucune erreur pour le moment. Est-ce que tu peux me changer sur le Pavlov? Ouais, merci. Ensuite, Anne Cornet, vous êtes la directrice régionale de BPI France sur la partie Val-de-Loire. Centre Val-de-Loire, pardon. Et donc, vous, c'est Orléans, votre terrain de jeu. Orléans et Tours. Orléans Toute la région Centre-Val-de-Loire, les 6 départements. Vous régnez sur cette partie-là, c'est ça? Je ne règne pas, mais je travaille activement pour le territoire. Jérôme Lamballe, vous êtes le directeur général de Vallamballe, c'est ça? Alors, vous m'avez dit Lamballe, Vallamballe, vous n'avez pas cherché toutes les entreprises qui avaient le même nom que vous, c'est ça? Si, c'était l'objectif en fait. J'ai pris toutes les entreprises qui comportaient mon nom, j'ai candidaté, il y en a une qui m'a pris. Donc je suis resté. Et Vincent Bildo, vous êtes le directeur des opérations de Ménarcato. Voilà, exactement. Petite entreprise du Loiret. C'est quoi, directeur des opérations? Eh ben, je m'occupe de tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire tout ce qui bouge dans l'entreprise, que ce soit les matières, les flux d'informations, les données, donc les achats, la logistique, la production, bien sûr, qui est au centre de notre process, la maintenance, la qualité. Donc voilà, c'est tout le quotidien d'une entreprise industrielle. Alors, comme on l'a vu, on parle effectivement de la transition des entreprises du territoire. Et qui de mieux que vous, Jérémy, pour nous en parler? Parce que vous êtes l'élu en charge justement de cette transformation et toute cette démarche qu'on appelle écologique, mais qui va bien au-delà. Exactement. Merci d'abord de m'avoir invité. Et puis, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me représente, Jérémy Godet. Je suis vice-président de la région Centre-Val-de-Loire et moi, je m'occupe de ce qu'on appelle la transformation écologique et sociale des politiques publiques. En clair, ce qui m'occupe au quotidien, c'est comment demain la région sera adaptée aux chocs climatiques qui nous attendent. Et donc la question du développement économique, qui est quand même au cœur des compétences régionales, en fait, j'essaie de travailler sur le fait que dans 5, 10, 15, 20 ans, le tissu économique régional des entreprises soit résilient, c'est-à-dire soit en capacité de ne pas être trop fragilisé par les bouleversements climatiques. Et il y en a déjà. On a déjà du manque d'eau, etc. Mais on sait que on a tous les indicateurs aujourd'hui pour savoir que ça va être déterminant et que ça devient en fait une question de survie en fait pour les tissus économiques, avec tout ce que ça suppose derrière en termes d'emploi, en termes de cohésion sociale, etc. Et donc c'est pas juste un enjeu purement économique qu'on pose là, c'est vraiment un enjeu de société. Et voilà, donc c'est ce qui m'occupe tous les jours. Mais ce qui est très étonnant, c'est que d'habitude, on a tendance à mettre ça dans une case qui est plutôt purement écologique, et que vous le prenez avec justement ce regard de développement économique, ce qui est finalement assez rare aujourd'hui dans la manière dont on communique. Alors, moi, j'ose espérer que c'est en train d'évoluer. Je constate plutôt qu'on est en train de changer là-dessus. Mais évidemment que la question de l'écologie, c'est pas simplement une affaire d'environnement au sens de la biodiversité. C'est une question de vie, je le posais comme ça, hein, de vie sociale et parce que en fait, j'ai envie de dire, l'écologie, c'est presque un peu le socle sur lequel notre société repose. Et si demain on a trop de vagues de chaleur, on n'a plus d'eau, on n'a plus de biodiversité, en fait, on s'aperçoit très vite que tout ça est très très fragile. Voilà. C'est le socle qu'on a un petit peu oublié.
Alors je pense qu'on arrive effectivement d'un siècle de mode de développement. Et c'est même pas je pense, hein, ça a été démontré quand le GIEC dit que ce sont les activités humaines qui ont généré le changement climatique. C'est de ça dont il s'agit. On sort d'un siècle de mode de développement qui n'est pas durable et qui n'est pas du coup souhaitable et dans lequel il faut qu'on revoie beaucoup de choses dans notre logiciel. Anne Cornet, quand on transforme ce discours-là, finalement, quand on arrive chez BPI, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui aux entreprises dans cet accompagnement-là? Parce que le voir d'un côté, c'est bien, mais maintenant, le faire passer directement auprès des entreprises, ou en tout cas auprès des acteurs des entreprises, comment on opère? On s'est inscrit dans le cadre d'un programme global en fait, qui a mis en place la région, qui s'appelle Axel Transition. Donc nous, on a lancé avec donc, évidemment la région et l'ADEME notre programme autour de la TEE. Dans ce programme Axel Transition, il y a aussi d'autres programmes, un qui est porté par l'AFNOR autour de la RSE, parce que c'est aussi un sujet très important, et également opéré par France Active sur tout ce qui est économie circulaire. Et en fait, nous, on est parti du constat suivant. Pour nos PME, elles ont toute conscience qu'il faut se décarboner, qu'il faut se mettre en transition. Mais ce qui était compliqué finalement pour elles, c'est comment le faire. Parce que tout le monde n'a pas un responsable RSE dans son entreprise. Et en fait, on leur a donné les clés. On voulait leur mettre un programme simple dans sa mise en œuvre pour les accompagner sur ce sujet. Dans ce programme, il se développe sur une période de 18 mois. Donc c'est à la fois court et long en même temps. Où on leur propose 3 séminaires où ils sont avec 20 entreprises du territoire. Vous êtes des entreprises dans des secteurs d'activité qui sont divers et variés. On a des entreprises dans l'industrie, dans le transport, dans le BTP. Les 6 départements, et ça on y tient, ont été représentés. Et ça, c'était très important pour nous, parce que voilà, on a évidemment nos 2 grandes métropoles, Orléans et Tours, mais aussi on a nos territoires un peu plus ruraux et qui doivent être aussi représentés. Et ça aussi, c'est très important pour nous. Et voilà, donc on leur propose donc 3 séminaires de formation. Vous pouvez échanger avec d'autres entreprises du territoire. Donc ça vous permet aussi voilà, de vous lier, de mieux vous connaître. Et on leur propose voilà, du contenu, de la formation de très bon niveau. Et à côté de ça, on est en train de lancer pour nos accélérés une mission de conseil autour de la stratégie environnementale pour les aider vraiment de manière très opérationnelle et concrète dans leur mise en transition. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être simple, concret, et ça on y tient absolument parce que voilà, on est dans la vraie vie, on accompagne des entreprises qui sont face à des réalités économiques, et c'était important pour nous de faire des choses très, très opérationnelles. Et voilà, donc le programme il a démarré au mois de mars, donc il est opéré par Victoria qui est là-bas, et c'est Florian Derieux aussi, notre responsable accompagnement, qui a eu la lourde charge de le remplir. Mais voilà, c'est un travail d'équipe et on est très content de vous accompagner, messieurs les dirigeants. Alors, on parle souvent de la proximité des entrepreneurs avec BPI France. Je vais vous proposer de vous approcher parce qu'en fait, on ne peut plus rentrer dans la bulle. On est victime de notre succès. Donc voilà, on va être au plus près. On est tous ensemble, au coin du feu. C'est presque ça. On parle justement de cette notion de transition. On parle de ce programme. Peut-être que vous pouvez nous en parler directement. Vincent Bildo. Dites-nous déjà ce que refait votre maison et puis justement comment vous avez vécu cette transformation. Alors je vais déjà vous présenter rapidement Menarcato. Donc Menarcato est une vieille dame de presque 80 ans. Hein. C'est une entreprise familiale et à la tête de cette entreprise, Sébastien Luche a repris l'entreprise en 2020 et donc c'est la 4e génération. Donc ça confère à l'entreprise une identité forte. Donc Menarcato fabrique des produits destinés à l'industrie automobile et au bâtiment. Donc vous connaissez tous nos produits, puisqu'on fabrique, entre autres, les tapis d'habitacle de vos véhicules. Donc on part de fibres issues à 80% de bouteilles d'eau recyclées. Et donc par un procédé technique, on va transformer cette fibre en moquette. Bon, quand on a envie d'être un petit peu pompeux, on dit du non-tissé technique, mais c'est de la moquette.
Et donc ça, c'est pour l'industrie automobile. Alors je ne vais pas vous faire la liste de toutes les pièces que l'on fabrique pour ce type d'industrie, mais vous avez au moins un élément représentatif de notre fabrication. On travaille également pour le bâtiment. Alors pour le bâtiment, nos produits sont destinés à améliorer le confort et la sécurité dans l'habitacle. Donc c'est des sous-couches de carrelage qui vont en fait limiter la transmission du bruit entre les étages. Et on fait également des revêtements muraux qui vont nous permettre soit une isolation thermique, soit une isolation acoustique. Et le dernier produit issu de notre dernière gamme fait par notre service recherche et développement, c'est un panneau décoratif acoustique qui peut être soit posé au mur, soit découpé à toutes les formes que vous voulez, en 2D ou en 3D. Et donc ça, c'est les produits que vous aurez demain, peut-être chez vous, en tout cas dans tous les bâtiments publics, ça c'est sûr. Vous êtes situé où? Alors, on est situé dans le Loiret, on est à la campagne, on est à mi-chemin entre Orléans et Montargis. Et combien de collaborateurs? Alors, on est une cinquantaine de collaborateurs sur 2 sites. Et justement, 80 ans, vous avez tout pour être ce qu'on appelle une ancienne industrie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous passiez de l'ancienne industrie à la nouvelle industrie? Ce qui s'est passé, c'est que la 4e génération est arrivée comme un boulet de canon. Et donc, il a voulu vraiment secouer un petit peu les habitudes et puis les acquis et nous emmener vers une autre mode de gestion, un autre mode de management. Et surtout, il avait pour ambition d'intégrer la protection de l'environnement dans son mode de management et dans la stratégie qu'il souhaitait mettre en œuvre. Alors, la stratégie, c'est bien beau, mais un dirigeant seul ne peut pas transformer une entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il a commencé à initier les membres du comité de direction à ce qu'est la préservation de l'environnement à travers différents ateliers. On a été tous formés à la fresque du climat. Il nous a acheté des livres. Il a partagé des articles de la presse. Et au fur et à mesure, on a commencé à prendre conscience de l'urgence. Il a fait de l'influence. Voilà, un petit peu, mais il a fait ça de manière assez subtile. Et le concernant, donc il avait cette volonté, mais le concernant, le choc qu'il a subi, c'est quand il a fait un atelier, l'atelier d'ET, où en fait là il a pris conscience de l'impact de notre industrie, enfin de nos industries, sur l'impact carbone que l'on pouvait avoir. Et donc là il a pris conscience qu'il fallait agir et agir rapidement. Donc, étant jeune dirigeant, bien sûr, il a été contacté par la BPI. Rapidement, il a intégré la communauté du Coq Vert. Et fort de tous ces contacts et ces mises en relation, on lui a proposé de participer à cet atelier, à cet accélérateur de transition écologique et énergétique. Et étant donné qu'il avait bien travaillé auparavant, que le travail préalable avait été fait au niveau du CODIR, en fait, tout le monde était convaincu que c'était le moment de le faire. Et moi, personnellement, j'ai enchaîné le pas puisque je me suis inscrit sur l'accélérateur RSE. Génial. Est-ce que c'est la même chose pour vous, Jérôme Lamballe? Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Alors, est-ce que c'est la même chose? C'est le parcours, globalement, la finalité est là, à peu près de la même façon que Menarcato. La méthode est un peu différente. Alors moi, je dirige une entreprise de 27 collaborateurs, on fait 10 millions de chiffre d'affaires. On fabrique des emballages dans le secteur, pour le secteur médical, pour le secteur industriel. On fabrique des sacs isothermes également. Concrètement, on travaille le plastique. Donc le plastique, le mot est lâché. Effectivement, c'est toujours un petit peu compliqué de travailler sur ce secteur-là et de s'exposer. Et malgré tout, moi j'ai toujours été convaincu qu'on pouvait, pour rebondir un peu sur ce que disait Jérémy, qu'on pouvait envisager les choses autrement et qu'on pouvait envisager un mode de fonctionnement de l'entreprise qui ne soit pas forcément hyper capitalistique, mais qui puisse intégrer les préoccupations du secteur sur lequel on est, des collaborateurs avec lesquels on travaille, des parties prenantes qui font notre quotidien, à savoir nos clients et nos fournisseurs. Alors, dit comme ça, quand on aborde la démarche RSE, c'est un peu compliqué parce que la responsabilité sociétale des entreprises, moi, quand on m'a présenté le projet, je n'ai pas été super séduit. Je me suis dit, on va plutôt parler de singularité, d'élégance. Et aujourd'hui, je dis restons simples et élégants. Et ça me va bien comme définition de la RSE parce que finalement, la simplicité, aujourd'hui, on nous parle de bon sens paysan.
on ne fait que revenir à des méthodes relativement simples dans le management, c'est-à-dire parler aux gens et pas juste leur envoyer des mails, discuter avec ses fournisseurs, discuter avec le territoire. Quand il y a des gens qui viennent vous voir, les accueillir autour d'un café, puis parler un peu d'autre chose avant de parler de boulot. Et c'est vrai, quand la BPI est venue me voir, sur cette démarche d'accélérateur, j'ai trouvé que la démarche était séduisante parce que je me retrouvais avec finalement des confrères qui avaient un peu les mêmes problématiques que moi. Et comme Diane, c'est une démarche qui dure 18 mois. Alors 18 mois, c'est à la fois court et à la fois long. C'est le temps de gestation d'un éléphant, hein. Donc nous, on est tous des petits éléphants finalement à la sortie de l'accélérateur et on va travailler en troupeau. C'est-à-dire qu'on a des problématiques qu'on partage, d'autres qu'on ne partage pas, mais on crée un réseau. Et puis on a l'appui de la BPI pour nous aider sur des problématiques qui parfois nous dépassent, mais qui sont finalement pas si compliquées que ça. Alors, on parle de cet accélérateur, je crois que ça a été le premier en France. Est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux comment on fait pour être accéléré et qui décide de qui va être accéléré ? En fait, c'est un programme qu'on propose surtout à des entreprises qui ont envie de le faire, parce que c'est un investissement pour BPI France qui le cofinance évidemment avec la région, un investissement aussi pour l'entreprise, mais c'est un engagement, quoi. C'est un engagement qui est fort, parce que voilà, il faut que l'entreprise soit aussi convaincue de la démarche. Donc ça, c'est la première chose. Et donc voilà, on est allé voir des entreprises, on en a 20, qui avaient envie de se lancer dans cette belle démarche. Et ça, c'est le plus important. Alors, vous les recrutez en fonction d'un chiffre d'affaires, vous les recrutez Alors, en fonction c'était, voilà, sur le chiffre d'affaires, c'est à peu près entre 2 et 10 millions de chiffre d'affaires. On s'est adressé à des plus petites structures qui avaient, voilà, ce que je disais tout à l'heure, qui n'avaient pas forcément de responsables RSE, qui avaient besoin de se structurer. Et c'était vraiment avec l'accord de la région qui avait voulu adresser cette typologie d'entreprise. Et c'est quoi la logique justement quand on est la région et qu'on voit ce type d'alternative? Est-ce qu'on se dit c'est encore un nouveau truc qui va être lancé, ou finalement on est à fond dedans et on se dit il faut absolument que je rencontre ces entreprises, ça va devenir finalement mes rôles modèles? Bah oui, c'est ça, hein. C'est-à-dire que nous, on a aussi compris besoin d'entreprises qui servent un peu de phare et de démonstrateurs, parce qu'on croit beaucoup que c'est des phénomènes d'entraînement. Donc quand on décide d'initier un accélérateur comme celui-là, sur les 3 parcours, il y a 47 entreprises aujourd'hui. Donc on peut se dire que ce n'est pas beaucoup. Moi, j'ai plutôt tendance à me dire que c'est un bon début. Ça veut dire aussi qu'il y a une attente, un besoin. On a réussi à remplir les cohortes à chaque fois. Donc voilà, et effectivement que moi, ça fait 2h30 que je suis là et je me rends compte vraiment à la fois de ce que ça peut produire, ce type d'accélération, de mise en lien aussi, de communauté d'entreprises, et puis du fait qu'on a aujourd'hui un certain nombre, et je pense qu'ils sont de plus en plus nombreux, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui sont mûrs pour ça. Et donc on aurait vraiment tort de ne pas aller s'appuyer là-dessus. Je discutais tout à l'heure avec d'autres entreprises de la région centre, et en fait on n'a pas arrêté de se dire que tout ça c'était une affaire d'équipe, c'est-à-dire entre la puissance publique et les entreprises. Aujourd'hui, si on veut permettre aux entreprises de pouvoir être moins sujettes au choc économique à venir dans un monde qui va subir le dérèglement climatique, la raréfaction des ressources, et ben en fait, on a tout à fait intérêt à s'appuyer sur elles, etc., et à développer la coopération entre la puissance publique et les entreprises. Je me pose une question. Est-ce qu'il y a des entreprises qui peuvent ne pas rentrer, c'est-à-dire, alors elles peuvent avoir tous les codes, mais est-ce qu'il y a des types d'entreprises que vous risquez de refuser pour diverses raisons ou pas? Parce que finalement, on a tendance parfois à avoir des entreprises qui se ressemblent. Est-ce que le fait justement d'avoir des entreprises qui sont complètement diverses, c'est encore plus une grande richesse? Alors, il y a un moment où je crois que vous avez prévu de réunir toutes les cohortes. Et là, en fait, je pense que c'est aussi à ce moment-là, parce que c'est vrai que chaque cohorte est spécifique pour une typologie d'entreprise. Mais quand on va mettre ensemble les entreprises qui sont accompagnées par France Active, par exemple, et celles accompagnées par BPI, je pense que là, on va avoir un spectre à la fois de
de domaines, de filières, mais aussi de grandeur, etc., de grosseur. Et c'est évidemment aussi en étant dans ce genre d'endroit, en proposant ce genre d'endroit et de moment, qu'on va rendre l'accélérateur fructueux aussi. Oui, parce que vous parliez tout à l'heure de biodiversité, mais c'est vrai que cette notion d'éco-diversité avec des entreprises qui viennent d'environnements très différents, les entrepreneurs ont toujours à dire oui, mais moi c'est un peu spécifique dans mon environnement. Oui, mais c'est finalement quand on échange avec les autres qu'on s'aperçoit que c'est pas si différent que ça. Je vous vois sourire, vous avez envie de réagir? On a tous les mêmes problématiques. Et au sein de ces bulles, en fait, au sein de ces accélérateurs, on s'aperçoit que on a tous les mêmes difficultés et c'est ce qu'on vient chercher. C'est non seulement de l'échange, et quand on s'aperçoit qu'on n'est pas seul à être face à une page blanche, et ben déjà ça rassure un petit peu. On se sent moins on se dit que voilà, avec les autres, on va peut-être réussir à le faire. Et puis on vient chercher une structure. Et puis les entreprises sont tellement différentes qu'il y a du bon à prendre, il y a toujours des bonnes idées liées à une problématique où nous, on n'arrive pas à trouver la solution. Et ben, le collègue qui est dans un secteur d'activité complètement différent, lui, il va trouver où il a déjà mis en place une solution qui peut nous être bénéfique. Alors l'affaire est dans le sac chez vous, mais est-ce que là, justement, c'est encore mieux? Moi, je crois que, pour rebondir sur ce que vient de dire Vincent, moi, je crois qu'il y a finalement un ADN commun. Et comme disait Jérémy, aujourd'hui, je pense qu'on est mûr pour ça. C'est-à-dire que les gens qui rentrent dans l'accélérateur, c'est pas qu'une volonté d'être porté, c'est aussi une volonté d'être acteur. Donc de dire, maintenant, c'est à nous de faire le boulot. Alors on va nous aider sur la structuration de notre démarche, parce qu'effectivement, quand on avance seul, on avance vite, mais on n'avance pas forcément très loin. Et donc la structuration via l'accélérateur, ça permet de poser les fondamentaux. Mais la maturité, elle est là, et l'envie, elle est là. Donc c'est vrai que parfois les séances d'accélération, c'est un peu tendu. Ça discute, c'est engagé. On n'est pas tous d'accord. Mais en tout cas, ça crée le débat, et le débat amène des idées. Et donc il y a une façon d'avancer qui est plutôt intéressante et qui est toujours constructive. 47, c'est le chiffre que vous avez donné tout à l'heure, Jérémy. On imagine qu'il y a un petit peu plus d'entreprises sur le territoire. Évidemment. Ma question, c'est il y a ceux qui sont déjà en mode offensif. Je pense qu'il y en a qui sont en mode défensif. Je pense qu'il y en a qui sont encore dans le mode endormi pour diverses raisons. Comment vous faites, et BPI et la région, justement, pour accompagner aussi ceux qui ne sont pas les leaders, mais pour, j'allais dire, ne pas laisser les gens à la traîne et avoir une démarche qui finalement est globale? Alors, l'accélérateur n'est pas le seul dispositif que met en place la région sur toutes ces questions. On a aussi créé ce qu'on appelle un CAP transition écologique qui, là, vient plutôt aider des entreprises à investir en fait dans leur décarbonation, par exemple, ou dans la façon dont ils vont traiter les déchets, etc. Et puis après, on travaille avec les chambres économiques, consulaires, voilà, avec une offre qu'on a développée avec elles d'audit qui sont un peu une première marche en fait pour un peu toutes les typologies d'entreprises dans tous les territoires, de l'entrepreneur qui soit est confronté à une problématique très concrète liée à cette question, soit se dit tiens, je ne sais pas comment faire. Et là, c'est vraiment un premier niveau. Voilà. Donc on essaie de développer une palette en fait d'offres de services et d'outils qui répondent à chaque besoin. Et puis après, je pense qu'il y a aussi une mise en récit à faire autour de ça. C'est-à-dire que quand je parlais, il faut qu'on mette en avant les pionniers. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on puisse, à un moment donné, raconter cette histoire, mettre en avant ceux qui font. Et je crois que le changement par rapport à ceux qui seraient endormis aujourd'hui, par rapport à ceux qui sont déjà engagés, il se fera aussi dans notre capacité à créer des espaces en fait, de dialogue entre pairs. Parce que sinon on va se réduire à faire de l'incantation, voilà. Donc il faut à la fois qu'on soit concret, Anne l'a déjà dit, et puis je pense que là on en fait la démonstration, concret aussi dans nos aides financières, et puis qu'on mette en récit tout ça. Vincent, parlons business. Vous avez un nouveau patron qui est arrivé, qui a décidé un peu de bouger les lignes fortement.
Ça vous a changé quoi dans le business avec vos clients et vos fournisseurs? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des gens qui vous ont dit « Oh là là, c'est quoi ces ayatollahs du verre, qu'est-ce qu'ils font ?» Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui vous ont dit « Génial, c'est des nouveaux avec qui on a envie de bosser ?» Alors au niveau du business, en fait, c'est pas magique. Hein. Sébastien s'est pas levé un beau matin en se disant « Ça y est, on va tout changer » et le lendemain, c'était fait. En fait, là où on a eu l'aide aussi et un certain accompagnement, c'est sur toute la partie recherche et développement. Parce qu'un nouveau produit, Jérôme parlait de 18 mois de gestation, pour un nouveau produit, c'est encore plus long. Et donc, entre le moment où on imagine que le produit peut correspondre à une attente et à un marché, et le moment où on passe à l'industrialisation, et le moment où on est dans le concret, il se passe en fait 3 et 4 ans. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est long et ça nécessite aussi des aides. Donc on a été aidé sur la partie R&D, on a été aidé aussi sur l'investissement au niveau de l'outil industriel. Et aujourd'hui, on arrive dans le concret puisque mardi, on va avoir la livraison des éléments d'une nouvelle machine qui vont nous permettre d'avoir en fait 100% de la chaîne de valeur de notre nouveau produit. Donc là, on est en train de toucher au concret. Et donc, un très bon accueil de la part des clients. Alors, de la part des clients, exactement, oui. C'est-à-dire que quand vous remplissez des cahiers des charges aujourd'hui, vous êtes plutôt dans une bonne avancée. Oui, exactement. Je vais vous poser la même question. Ça aurait changé quoi si vous n'aviez pas eu cette transition pour vous chez Valembal? Alors pour moi personnellement, ça aurait changé beaucoup de choses. Pour l'entreprise, à ce stade, ça aurait commencé à dégrader un peu les relations. Et moi, je travaille beaucoup avec le secteur médical, dispositifs médicaux, pharma, et avec la grande distribution également. Et aujourd'hui, c'est un prérequis. C'est-à-dire que la démarche RSE, c'est pas où est-ce que vous en êtes, mais montrez-nous concrètement qu'est-ce que vous faites. Montrez-nous votre évaluation EcoVadis, montrez-nous vos actions, comment vous réduisez votre empreinte carbone, etc. etc. Donc c'est devenu un prérequis. Et je voulais rebondir quand même sur la notion des endormis et des réfractaires. Je pense que la démarche dans sa globalité, il faut qu'elle reste vertueuse. Et il y a effectivement des gens qui sont endormis, des gens qui sont réfractaires. On ne peut pas se comparer et il y a un moment, s'il y a des gens qui sont réfractaires, c'est parce qu'ils ont peut-être des raisons de l'être, parce que le business est difficile, parce que le recrutement est difficile, parce que la fiscalité tombe, etc. Et que ces choses-là viennent en deuxième rideau. Donc je pense que les choses se feront naturellement et par la force des choses. Mais pour en revenir au business, moi je travaille aussi avec une douzaine de pays à l'international. Et aujourd'hui, c'est un prérequis au-delà de l'Europe, sur l'Afrique, sur l'Amérique du Sud, etc. D'accord. Et on n'a pas des normes, finalement, je reviens sur vos normes, on n'a pas des normes françaises qui sont plus exigeantes que parfois dans d'autres pays, ce qui nous embête parfois sur justement la capacité à exporter. Alors oui et non, mais comme la démarche est globale, de toute façon, à partir du moment où vous y lancez, vous abordez la partie environnementale, vous abordez la partie éthique, gestion des relations, etc. etc. Donc au final, on n'est pas plus embêté que ça par la norme. On est embêté par la norme sur d'autres sujets, mais pas sur la partie transition. Je ne vous ai pas posé la question, Anne, mais comment on fait pour aller justement chercher ces fameuses entreprises qui ne nous connaissent pas aujourd'hui ? Est-ce que vous mettez dans la Loire, est-ce que vous mettez des filets ? Comment vous faites ? On se repose sur une super équipe, donc mon équipe, dont je suis très fière, qui fait du porte-à-porte de masse, qui va voir les entreprises de la région, pour leur expliquer qu'il est important de se décarboner. Pour celles qui ne sont pas encore prêtes à aller vers un accélérateur, parce qu'on sait que c'est engageant et que ça prend du temps, on peut déjà leur proposer des diagnostics. Donc on a toute une gamme de diag-actions. Il y a les diagnostics écoflux, les diagnostics décarbonation, pour qu'elles puissent faire déjà cette première étape-là. Et ensuite, on essaie de les embarquer vers un programme de plus long terme où elles vont se poser des questions et on les amène à changer doucement leur modèle économique. Mais on le fait forcément avec vous. Sinon ça ne fonctionne pas et on vous donne vraiment les clés. Après, la volonté et l'envie, c'est eux, c'est pas nous. Et ça, c'est important. Mais voilà, on a différentes étapes pour les embarquer vers la mise en transition. Mais aujourd'hui, sur le terrain, on le voit, mais tout le monde a envie de le faire. On n'a pas une entreprise aujourd'hui qui nous dit la mise en transition, ça ne m'intéresse pas. Non, après, la question, c'est souvent combien ça va me coûter.
combien ça va me coûter, mais voilà, les diagnostics, ils sont relativement aidés, donc ça coûte pas si cher. La région a appuyé, et BPI France et l'ADEME ont fait en sorte aussi de faire un programme d'accélérateur qui soit pas trop onéreux aussi pour les entreprises. On met vraiment des moyens sur le terrain pour accompagner cette mise en transition. On sait qu'elle va coûter, et après voilà, on a toute une gamme aussi d'outils de financement qui vont leur permettre voilà, de faire aussi des investissements. Donc, ce que j'allais dire, c'est pas forcément un coût, c'est plutôt un investissement. C'est un investissement. C'est un investissement pour l'avenir, et je pense que ça vous permet aussi, aussi de fidéliser des salariés, peut-être d'attirer aussi des talents. Et ça, c'est important aussi parce que aussi nos jeunes, la nouvelle génération qui arrive, elle est très engagée. Donc c'est important aussi d'avoir des entreprises qui ont des valeurs. Et ça, c'est aussi important. Et voilà. Et ça permet aussi de pérenniser aussi des emplois aussi sur le territoire. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Vous voyez, Jérémy, vous m'avez posé la question. Est-ce qu'on laissera la parole à la salle? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je veux bien laisser la parole, mais il faut la prendre. Hein. Madame. Merci. J'ai fait différents stands, donc transition écologique, énergétique, numérique, cybersécurité. Et chaque fois j'entends, c'est un coût, c'est un investissement. Comment vous arrivez à concilier, par exemple, là on est sur une thématique de progrès, donc robotisation, automatisation. Donc, c'est de nouvelles machines qui consomment aussi par rapport à de la main-d'œuvre. Comment vous conciliez transition énergétique et transition, allez, je vais dire, usine 4.0? Alors moi, je veux bien répondre Allez, Vincent. Je veux bien répondre à cette question. C'est une très bonne question. Et en fait, c'est toute la problématique parce qu'en fait, il y a tellement de thèmes à aborder dans la gestion d'une entreprise que le gros risque, c'est de se perdre et de commencer plein de choses et de rien faire correctement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Je veux pas être le donneur de leçons, mais en tout cas, l'expérience que l'on est en train de vivre, c'est qu'on prend beaucoup d'informations sur tous les sujets que vous avez cités. Et ensuite, il faut définir une stratégie globale pour l'entreprise. Et ensuite, on ne passe pas d'un thème à l'autre. On a défini la stratégie et puis on s'y tient. Et c'est une stratégie qui se décompose, enfin qui se déploie sur 5 ans, en tout cas en ce qui nous concerne. Et on fait des choix. Dans les choix, parfois on gagne, parfois on perd, mais en tout cas, on s'y tient et il n'y a rien qui nous empêche de changer d'avis, mais vraiment à la limite, quoi. Mais il faut effectivement avoir tout regardé dans sa stratégie, c'est-à-dire avoir aussi les moyens de sa stratégie. Exactement. Et non seulement il faut faire ça, mais il faut partager la stratégie avec les différents collaborateurs pour que tout le monde puisse adhérer à ce genre de choses. La question, Jérôme, est-ce que comment vous hiérarchisez aussi ces priorités-là, et est-ce que c'est le sujet de la hiérarchisation des priorités? La question est bonne, mais c'est vrai qu'elle est complexe. Alors je crois qu'il faut choisir ses combats. Je dirais que la première chose que doit faire une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Donc effectivement, pour gagner de l'argent, il faut à la fois ne pas en perdre, et il faut investir, et il faut pouvoir garder un cap. Donc moi, en général, je ne regarde pas ce que ça va me coûter, mais j'essaie plutôt de regarder ce que ça va me rapporter. Et c'est vrai que sur la notion de transition, j'y suis allé assez rapidement. Je dirais, j'ai fait ce choix-là par rapport à d'autres. Vous parliez de numérisation, vous parliez d'automatisation, donc j'ai mis ça plutôt au deuxième plan, parce que j'ai pensé qu'à ce moment-là, c'était le bon moment pour me lancer sur la transition, et que, quoi qu'il en soit, ça me permettrait de mettre une colonne vertébrale au sein de mon entreprise, suffisamment flexible pour que je puisse avoir toujours mon bras de l'automatisation, de la numérisation, des RH, etc., qui puissent aller à gauche ou aller à droite. Mais en tout cas, ma structuration, elle passe par la RSE. Donc c'est un choix. Jérémy, vous vouliez intervenir? Oui, moi je pense que vous posez la question qui n'est pas encore résolue en vrai, et qui est, je crois, une des grandes questions de notre génération. C'est-à-dire qu'on a depuis, en fait, les générations précédentes n'ont pas fait la démonstration que plus on gagne en efficacité, moins on consomme en ressources. Ils ont même plutôt fait la démonstration inverse, et que donc le risque de tout, notamment moi que je perçois sur tout le développement du numérique, c'est évidemment que ça vienne s'ajouter et que ça ne vienne pas régler le problème, alors qu'en fait, quand on voit l'intelligence artificielle, etc., on pourrait
assez facilement se dire qu'il y a quand même beaucoup à gagner avec ce progrès-là, etc. Et que donc aujourd'hui, moi, je sais pas quoi vraiment vous répondre sur... En tout cas, je sais que le défi est devant nous. Et j'essaye, moi, dans ma pratique d'élu, d'y être constamment attentif, c'est-à-dire comment, quand on construit une politique publique, on ne génère pas, même avec de très bonnes intentions, pire que ce pourquoi on se bat, quoi. Voilà. Et donc sur la question des ressources, je parlais de la raréfaction des ressources, c'est évident que la question va se poser très concrètement avec un monde d'intelligence artificielle. Et ça, si notre génération elle n'est pas capable de se poser clairement cette question et de trouver le chemin pour non pas surajouter les énergies les unes aux autres, les ressources les unes aux autres, mais de les remplacer, c'est sûr qu'on n'aura pas à la fin réussi notre coup. Voilà. Et puis il y a cette notion de temporalité, c'est-à-dire penser un temps court, mais penser surtout un temps long. Et on voit bien, il y a deux thématiques qu'on voit bien, c'est les entreprises patrimoniales qui ont tendance à avoir des gens qui ont une visée à long terme et tenir des caps, et puis des entreprises dans lesquelles finalement vous avez l'actionnaire, vous avez parfois des fonds, et puis dans certains cas il faut rendre des comptes assez rapidement, vous travaillez au quarter, vous travaillez, et puis d'un seul coup en fait on a l'impression d'être parfois un peu schizophrène, parce que c'est ce que vous évoquiez. Donc cette notion de temporalité, elle est aussi à mettre en place dans l'équation. On arrive sur les 5 dernières minutes de cet atelier, je sais ça passe très vite. Je vais vous demander à tous les 4 de vous adresser bien évidemment à toutes les personnes qui sont là. Alors déjà, je tiens à vous dire que c'est la première fois depuis ce matin que nous avons plus de femmes que d'hommes dans la bulle. Donc ça, c'est juste génial. Voilà. Et est-ce que vous pouvez, Anne, commencer en disant si vous avez un message à leur adresser, c'est lequel ? Ce que je veux dire, c'est à tous les entrepreneuses et entrepreneurs, n'hésitez plus. On est là, nous, BPI France, pour vous accompagner dans votre mise en transition, dans la mise en place de vos transitions. On a une équipe qui sillonne le territoire et qui sera là pour essayer de vous accompagner, de vous donner les solutions pour vous permettre d'avancer plus vite. Notre travail à nous, ça va être dans notre boîte à outils BPI France, c'est de vous donner la solution pour vous faire gagner du temps et pour vous faire avancer. Et quand on aura fait ça, déjà, on sera très content. Mais usez de nos équipes, usez de nos chargés d'affaires. Ils sont là pour ça. Ça fait rire Florian. Qui est déjà usé. Non, il n'est pas usé. Il est toujours en pleine forme. Mais en tout cas, voilà, abusez de nos services parce qu'on est vraiment là pour vous faciliter la vie et pour vous accompagner dans votre développement. Jérôme Lamballe, si vous avez à vous adresser aux femmes et aux hommes qui sont devant vous, vous leur dites quoi ? Déjà, je suis très content qu'il y ait effectivement une assistance plutôt féminine. Moi, j'assume la part de féminité qui est en moi, donc ça me va bien. Moi, je voulais vous dire qu'effectivement, quand on voit arriver la BPI, qui est une banque, quand on voit arriver l'État, on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils me veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent gagner. Donc, si vous avez peur des banques et de l'État, appelez-nous. Moi, je suis tout à fait disposé à avoir un temps d'échange avec vous pour vous expliquer un peu la démarche, comment on l'a mise en place. La confiance mutuelle qu'on s'est accordée aussi sur cette transition. Et puis surtout, pas se mettre de gros freins, mais essayer d'être pragmatique et puis de réfléchir par rapport à son business et par rapport à ses convictions. Mais moi, je suis tout à fait disposé à passer du temps avec tout le monde sans aucun problème, au-delà de cette journée. Vincent Bilbao. Alors moi j'ai 2 messages à faire passer. Le premier c'est exactement le même que Jérôme, donc je ne vais pas répéter ce qu'il vient de dire. On a un réel partenariat avec la BPI et franchement ça nous a beaucoup aidé dans la transformation de notre entreprise. Et le deuxième message, je continue de répondre en fait à votre question. Faut pas considérer que la RSE, avec bien sûr la TE qui fait partie de la RSE, faut pas considérer que c'est un processus en plus. Mais en fait, c'est un changement de culture et ça doit faire partie du management de l'entreprise. Ça fait partie du management de chacun des processus et de chacun des départements qui composent votre entreprise. Donc en fait, ça doit être partout, en permanence et à tous les moments. C'est dans l'équation dès le départ. Voilà. Jérémy Godet, c'est vous qui avez le mot de la fin. Écoutez, moi je voulais dire, je ne sais pas qui est de la région centre et si vous êtes de la région centre. Qui est de la région centre. Mais en tout cas, j'espère que ça sera inspirant pour vous et sachez que si vous avez des projets comme ça, n'hésitez pas à vous tourner vers la région.
J'espère que vous avez compris qu'on était plutôt moteur et motivé. Voilà. Et puis, je disais qu'il y avait... j'ai présenté les choses en disant que c'était une histoire de génération. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, alors j'aime pas essentialiser les femmes et les hommes, mais n'empêche que peut-être qu'il y a une clé de solution. Si vous êtes là, c'est peut-être qu'il y a plus de sensibilité à ça. Et peut-être que c'est parce que des femmes prendront des responsabilités dans les entreprises et seront elles-mêmes entrepreneuses qu'on réussira, je crois, à relever les défis, ouais, peut-être. Voilà. Merci beaucoup, on peut les applaudir bien fort. Merci à toutes et à tous. On se retrouve dans 10 minutes pour la bulle spéciale Outre-mer.